Moteur. Caméra tourne. Ça tourne au son. Annonce. Séquence sonore plus 93. Action. Ça tourne au son. Ça tourne au son. Un podcast de Cinéma 93 et des Engraineurs. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ah oui, j'ai fait la boulette. On a repoussé les limites, là. Accourez vite. A pas l'air commode. Pour ce nouvel épisode de notre podcast Ça tourne au son, nos jeunes ambassadrices Sarah Jade, Kelly et Nejma sont allées à la rencontre du régisseur général Léo Albran pour parler de son travail sur le film Baise en ville qui sort en salle le 28 janvier prochain. Le film raconte les péripéties de Sprite, incarné par Martin Jova, 25 ans, qui doit absolument trouver un job. Mais pour travailler, il faut le permis, et pour se payer le permis, il faut un emploi. Finalement, il se fait engager par une start-up spécialisée dans le nettoyage d'appartements après des fêtes. Mais comment aller travailler tard la nuit, sans moyen de transport, dans une banlieue mal desservie ? Bonjour Léo Albran, vous Bonjour. êtes le régisseur général du film Baise en ville, réalisé par Martin Jova. Alors on a une première question pour vous. Comment on peut présenter à nos auditeurs le métier de régisseur ? Et surtout, quelle est votre propre conception de ce métier ? Alors la régie, donc c'est une branche de la production, mais c'est aussi un département à part entière. Et le rôle du régisseur ou de la régisseuse, c'est la logistique. Donc on s'occupe de tout ce qui est organisation de tournage, autorisation, recherche de décors, nourriture, hébergement, sécurité, transport bien sûr. Et ma propre conception de la régie, c'est qu'en fait, alors ce qui est intéressant, c'est que c'est un métier qui est assez dévalorisé, je trouve. Parce que beaucoup de gens pensent que tout le monde peut le faire et que les régisseurs et régisseuses sont souvent interchangeables. Alors qu'en fait, non, moi je trouve qu'il faut beaucoup de patience, beaucoup de savoir-vivre, de la sociabilité, de la débrouillardise. Et quand la régie est mauvaise sur un film, quand les régisseurs et régisseuses sont pas à fond, ou sont de mauvaise humeur, ou sont... voilà, enfin, ça se voit tout de suite, et en fait c'est là où on voit que c'est vraiment important, et on est l'engrenage, enfin dans l'engrenage d'un film, on est le plus important ou le premier engrenage qui fait que si ça va pas au niveau de la régie, ça peut entraîner des conséquences plus graves dans toute la formation d'un film. Et en gros, on pourrait dire que sans la régie, il n'y a pas de film. Et du coup, en parlant de tout ça, comment avez-vous découvert le métier de régisseur et pourquoi avoir choisi d'exercer ce métier-là ? Justement, puisqu'il n'est pas forcément extrêmement connu, plutôt dans l'ombre, et avec tout ce qu'il requiert. Alors la régie, le métier de régisseur, selon les clichés, c'est un peu le métier par lequel on entre quand on veut faire du cinéma. On dit souvent, oui, on commence à faire les petites mains, à faire le café pour l'équipe technique, et puis après on monte les étapes pour devenir, par exemple, réalisateur ou chef opérateur. Et moi, ça m'avait toujours attiré quand j'étais étudiant de juste le métier de régie. Et puis après, quand j'étais à la fac, j'ai pu travailler sur des courts-métrages en tant que régisseur, puis très rapidement en tant que régisseur général, d'ailleurs sur le premier court-métrage de Martin Jova. Et moi, je me suis tout de suite dit que c'était pas un tremplin que je voulais pour mon futur métier, que c'était le métier que je voulais faire plus tard. Donc je me sentais plus à l'aise dans ce métier d'aide au créateur plutôt que dans la création moi-même. On peut dire que c'est le métier c'est pas un métier artistique, même si on participe un peu à la recherche artistique au moment des repérages du film, donc de la recherche de décors. Moi, ma question, ça va être sur est-ce que du coup le métier de régisseur dans le milieu du cinéma, c'est la même chose que dans le milieu de la musique, dans le milieu du théâtre, voilà. Alors pas du tout. Non, c'est souvent d'ailleurs ce que les gens croient quand je dis que je suis régisseur, c'est qu'on connaît un peu tous la régie dans les concerts, la régie au théâtre, quand on dit merci à la régie, etc. Donc ça, c'est le son, la lumière. Et donc, c'est pas du tout pareil. Dans le cinéma, on est vraiment des régisseurs de plateau. Donc, on gère vraiment la logistique, comme je l'ai expliqué. On gère pas du tout ce qui est matériel technique. Enfin, en tout cas, quand je parle
rien qui touche aux lumières, à l'image, au son, etc. Donc on est soit sur le plateau de tournage avec l'équipe, soit en run, comme on dit, c'est-à-dire à faire des courses, à aller chercher des choses à droite à gauche, à régler les problèmes, en fait. Comment vous préparez vos tournages? Est-ce que vous avez des petites habitudes que vous faites pour chaque tournage ou pas? Alors moi, quand je prépare les tournages, c'est que donc d'abord je lis bien le scénario. Enfin, quand on me propose un tournage, je prends le temps de lire le scénario, voir si ça m'intéresse, si je trouve ça... parfois, je trouve ça trop ambitieux par rapport au budget qu'on me propose. Du coup, je préfère refuser plutôt que de m'engager dans un projet casse-gueule. Mais souvent, quand même, si c'est un projet qui me passionne, ou que je sens qu'il peut avoir aussi des choses un peu... Non, même les choses ambitieuses, ça peut m'intéresser, mais il faut qu'il y ait une certaine moyenne, on va dire. Et ensuite, quand j'ai lu le scénario, je fais la liste des décors, donc de tous les décors qu'il y a à chercher. Et puis, au fur et à mesure des années, je commence à contacter aussi les gens que je connais, donc ce qu'ils peuvent, donc d'abord on va dire dans ma mémoire ou dans mes contacts personnels, et puis ensuite dans les trucs, parce qu'à chaque tournage on apprend des nouvelles choses. Donc pour chercher des décors par exemple, on peut aller sur des sites directement, des sites internet de location de maisons par exemple, là pour Bézanville-le-Martin-Jova, on cherchait surtout des grandes villas un peu différentes, du coup il y a des sites pour ça. Et puis une fois qu'on a tout épuisé, et une fois que j'ai tout épuisé un peu dans mes on va dire dans mes expériences passées, on va sur le terrain. Donc moi je prends ma voiture et j'explore un petit peu. Donc il y a beaucoup de régisseurs qui travaillent sur Google Maps directement, qui sont plus à l'aise. Moi j'avoue que je suis plus à l'aise dans la vraie vie, on va dire, et que je prends le temps, du coup, même avant les repérages officiels, de me balader un petit peu, parce que il m'arrive aussi parfois de trouver il m'est arrivé dans ma carrière de trouver des super décors, juste comme ça, par hasard, en fait, et que j'aurais pas pu trouver si j'étais resté sur Maps à me balader. Mais après les deux méthodes sont bien aussi. Moi, je suis plus à l'aise avec in real life. Et du coup, quelle est la part de coordination, d'échange avec les différents départements d'un même tournage? Donc, c'est comment la régie s'intègre dans l'équilibre des différents corps de métier? Quelle est sa place là-dedans? Alors déjà, le métier de régisseur général, il est un peu différent de l'adjoint ou alors des auxiliaires régie, parce que du coup, le régisseur général, on est là bien en amont dans la prépa du film. Donc là, pendant la prépa, on s'accorde... au tout début, c'est vraiment avec le réalisateur avec lequel je suis le plus proche, et avec le producteur aussi pour toutes les questions liées au budget, et le directeur de production. Et ensuite, pendant la prépa, mon meilleur allié ou ma meilleure alliée, c'est la première assistante mise en scène, ou premier assistant mise en scène. On fait vraiment main dans la main dans l'organisation du tournage, parce que du coup, donc cette personne-là va faire tout ce qui est planning, tout ce qui est disponibilité des acteurs, qui va vraiment organiser le tournage de A à Z, mais plus interne, et moi ça va être la partie plus externe de la logistique. Et ensuite, sur le tournage, les chefs, donc le régisseur général et la régisseuse adjointe, on est au bureau, ou parfois sur le terrain pour finir, pour boucler des choses qui n'ont pas été faites à temps dans la prépa. Et les auxiliaires régie, ils sont en contact avec tout le monde. Donc ils sont en contact avec beaucoup avec l'équipe du HMC, donc habillage, maquillage, coiffure, mais aussi avec tous les techniciens tout au long de la journée de tournage, et surtout aussi avec les comédiens et comédiennes. Moi, c'était une partie que j'aimais beaucoup à l'époque où j'étais auxiliaire, c'est qu'on a vraiment un métier
une relation privilégiée avec les comédiens-comédiennes. Par exemple, quand on va les chercher à leur domicile pour les emmener sur le plateau, on passe parfois des heures avec eux dans la voiture. Donc parfois, ils sont pas bavards, mais parfois, on passe des super moments. Moi, j'avais, par exemple, un des acteurs de Bézainville, Sébastien Chassagne. Donc j'ai eu quasi aucune interaction avec lui sur Bézainville parce que du coup j'étais au bureau pendant toute la journée, mais je l'ai rencontré sur le premier court-métrage de Martin Jova, Moseb, et j'ai passé du coup beaucoup de temps en voiture avec lui, et c'était c'est un homme qui est tellement drôle que des fois j'ai envie de dire tais-toi Seb, s'il te plaît, là je vais me pisser dessus, je peux pas. Donc, et parfois, ça peut être... donc souvent, c'est des gens drôles, mais parfois, ça peut être des discussions très émouvantes, des trucs très profonds, on peut parler... Voilà. Donc, c'est une relation, que c'est la chance qu'on a en tant que régisseur, régisseuse, que d'autres techniciens n'ont pas. Par rapport à l'aspect technique toujours, est-ce que c'est du coup au régisseur, donc à toi, de t'occuper des autorisations de tournage dans les lieux du coup privés, publics, et est-ce que ça change beaucoup selon les pays parce que j'imagine que ça doit être peut-être plus compliqué en France, qu'il y a une grosse législation, je sais pas. Alors oui, normalement, si on fait tout dans les règles, il faut demander une autorisation de tournage à chaque fois. Donc ça peut... Alors moi, dans ma carrière, j'ai été habitué, comme beaucoup d'étudiants aussi, quand on commence à faire des films avec un petit budget, on essaye parfois de faire des films pirates, qu'on va dire, donc sans les autorisations. On essaie c'est ce qu'on a fait un petit peu au début avec les premiers films de Martin aussi, quand on était à la fac. Et là, pour Bézainville, vu qu'on avait eu un plus gros budget, du coup, on s'est dit qu'il fallait faire tout dans les règles. Et il y a eu beaucoup de découvertes aussi dans la législation, parce que si on décide de tout faire dans les règles, en fait, ça prend énormément de temps, ça coûte très très cher, et ça va du coup de juste un bout de trottoir, et pour les scènes de voiture aussi, c'était par exemple pour Bézainville, on voulait tourner autour de Disneyland, ce qu'on a fait. Mais en fait, on ne peut pas tourner autour de Disneyland sans autorisation, du coup, par exemple, les droits à l'image de Disney. Et les droits à l'image de Disney, c'est pas que le château qu'on voit au loin, c'est aussi les pelouses qui sont tondues de telle manière, c'est aussi les lampadaires qui sont designés par tel architecte, et du coup, sous peine après de poursuite, etc. Donc ça ajoute des complications dans la recherche, qui peuvent être intéressantes. Hein. Je dis pas du tout que c'est moins bien de tourner légalement que illégalement. Mais voilà, du coup, on apprend à chaque fois, tournage après tournage. Et voilà, donc oui, il faut des autorisations, et c'est tout à fait le rôle du régisseur général de faire ça, ou du régisseur adjoint, ça dépend. Tout à l'heure, tu parlais de comment tu choisissais les projets, et tu parlais notamment des budgets. Des fois, c'est trop grand et pas assez de budget. Comment est-ce que ça fonctionne du coup ? Est-ce que la prod vous donne une enveloppe avec ok, on attend pour faire ce film, et tu vois comment tu le dispatches, ou et après comment tu fais du coup pour décider où va, quel budget va dans quelle catégorie ? Alors oui, normalement on a des enveloppes. Moi, j'ai souvent été habitué aux films à petit budget, donc c'était à chaque fois, l'enveloppe c'était plutôt le moins cher possible. Donc moi, j'ai souvent été habitué à cette école-là, du coup, à chaque fois de négocier, trouver le moins cher, mais parfois c'est pas possible, et que du coup, on arrive quand même à avoir des choses pas chères. Mais parfois, si on a, mettons, une enveloppe de 10 000 € pour 2 décors, par exemple, et ben oui, du coup, on va répartir, on va choisir
D'abord, on essaye de faire du 50-50 par exemple, mais après, si on a eu un décor gratuit, du coup, on peut se dire, ah ben du coup, si j'ai eu un décor à 0 €, donc peut-être le deuxième décor, je peux l'avoir à 10 000 euros, donc là, on peut viser plus haut, on peut viser plus grand, et c'est vrai que c'est aussi agréable, quoi. Il y a un côté, il y a un côté excitant à toujours vouloir trouver la pépite bien et pas cher. Mais quand on peut être plus confortable sur quelque chose, il y a aussi un côté rassurant et parfois ça fait du bien. Et du coup, tu parlais de ton rapport avec Martin Jova. Est-ce que ton travail il change fondamentalement en fonction du réalisateur avec lequel tu es en relation, à quel point ça influe ton quotidien, ta manière de travailler, etc. Alors oui, bien sûr, oui. Ouais, ça change beaucoup. Martin, on a la chance, du coup, on s'est connus à la fac. Et on est vraiment devenus amis quand il m'a recontacté pour faire son film, son premier long métrage, Grand Paris. Et à force du coup de faire les films de Martin, je connais très bien son univers. Et le fait que je connaisse très bien son univers et même sa personnalité, c'est un gain de temps vraiment précieux pour lui parce que je peux du coup faire mon travail de mon côté tout seul sans jamais avoir validation de sa part. Donc là, pour Bézanville, j'avais la chance d'avoir une repéreuse, Bénédicte Préau, à qui j'envoyais aussi chercher et trouver des décors, mais elle devait petit à petit se familiariser avec l'univers de Martin. Et du coup, moi, c'est pour ça que de mon côté, je l'aidais un petit peu aussi parce que moi, c'était très simple pour moi et c'est juste alors les doutes que j'ai eus c'était assez rare en fait que je demande son avis à Martin parce que je savais direct que si c'était oui ou si c'était non et quand je travaille avec un autre réalisateur ou une autre réalisatrice, je prends le temps aussi. Au début on tâtonne un petit peu pour trouver un peu son univers, pour comprendre, et puis à un moment donné on a un déclic. Enfin, en tout cas moi c'est mon cas. Je pose des questions, j'ai un peu d'échange avec les réalisateurs au début, et puis à un moment donné, je me dis bon en fait c'est bon, j'ai plus besoin, j'ai compris ce qu'ils voulaient. Du coup même je peux m'écarter même du mood board ou de ce qu'ils me disent si je trouve quelque chose qui pour moi semble aller dans leur univers, aller dans, c'est aussi, c'est de la proposition artistique aussi. Donc c'est aussi c'est là où je disais au début que la partie un peu artistique du métier, elle est là en fait. Elle est à comprendre les enjeux soit artistiques, soit plastiques du metteur en scène. Et ensuite, et les fois où ça s'est passé, c'était bonne pioche. Et puis ça a marché. Et c'est comme ça qu'après. Voilà, le lien entre le régisseur et le réalisateur, il reste sur la même longueur d'onde pendant toute la durée du tournage. Et du coup, par rapport à ce que tu nous dis sur le fait que tu travailles parfois même en amont d'un film, que ça te prend beaucoup de temps, est-ce que ça t'arrive de travailler quand même sur plusieurs tournages en même temps, ou quand tu travailles sur un film, tu travailles sur un seul et même film ? Non, on travaille sur un seul et même film. On peut pas faire... Alors déjà parce que techniquement on est payé. Du coup, pour tout le temps de préparation pour lequel on travaille pour le film, on est payé à plein temps pour ce film-là. Du coup, on pourrait pas travailler parce que ça serait faire 2 travails en même temps et toucher 2 salaires. Du coup, on peut faire ça au début quand on fait des projets pas payés ou mal payés quand on est étudiant, etc. Pour faire du contact, pour aller vite. Mais ensuite, quand on commence à avoir des productions qui te rémunèrent du coup de ton travail de préparation, on zone à fond, on zone à fond dans le projet sur lequel on est. Et de toute façon, on n'a pas le temps de faire autre chose. Et j'en profite pour te demander, du coup, par rapport à la durée que ça te prend, est-ce que tu as une idée, enfin ça dépend j'imagine des films, mais est-ce qu'il y a une grandeur d'échelle sur les préparations de films, en amont, surtout en amont en fait, je me demande combien de temps ça prend quoi. Alors ça dépend du film, ça dépend du nombre de décors qu'il y a à trouver. Là pour Bézanville par exemple, on a eu 8 semaines de tournage,
et 8 semaines de prépa, de préparation. Et on avait à peu près, du coup, quand j'ai décortiqué le scénario, du coup, on avait à peu près, je crois que c'était 83 décors à trouver. Donc, voilà, donc 8 semaines pour trouver 83 décors. Et un petit peu en amont déjà de penser, voilà, donc pas le temps de faire un autre film en même temps. Du coup, je rebondis à ce que tu viens de dire. Est-ce que sur le tournage du film, t'as dû faire face à des petits pépins de logistique ou est-ce que, au contraire, ça s'est hyper bien passé sans... Enfin, je pense que déjà, quand tu fais un tournage, t'as toujours des petits pépins qui arrivent et tout. Mais est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu comment ça s'est passé ? Alors, ouais, sur un tournage, il y a toujours des pépins. Il faut savoir, mais c'est pour ça que la régie est là pour solutionner tous les pépins. Et il se trouve que sur Bézanville, il n'y a pas eu de pépins, non. Enfin, en tout cas, pendant le tournage, c'était assez... ou en tout cas, ils ont été résolus au moment où il fallait tourner. Du coup, jamais de grosses galères, jamais de gros accidents, jamais de... Donc ça, c'était assez... Enfin, moi, dans ma carrière, c'est assez rare que tout se passe bien. Mais c'est plutôt dans la préparation, c'est que des ascenseurs émotionnels. Donc c'est ça aussi, c'est un peu excitant le métier. Enfin, là, je dis excitant maintenant, peut-être que dans 20 ans, je dirais que j'en peux plus d'ascenseurs émotionnels et que j'ai envie d'un truc plus stable émotionnellement. Mais en tout cas, c'est que des hauts et des bas. Et le but, c'est que la dernière semaine de prépa, ce soit que des hauts. Donc voilà. Et par exemple, oui, on a eu, dans la recherche de décor, on a eu beaucoup de chance. Et ce qui nous a... Donc, une anecdote un petit peu, c'était par rapport au titre du film, quand on cherchait du coup des maisons, des appartements, tout ça. Donc nous, donc à la base, c'était ma repéreuse Bénédicte qui avait fait ses propres annonces parce qu'elle est très expérimentée. Du coup, elle avait des modèles où elle a présenté le film. Donc voilà, avec un message avec une annonce assez attractive pour pouvoir louer sa maison pour faire partie des décors pour le film, Bézanville de Martin Jova. Et donc en fait, pendant quelques semaines, on arrivait, on était un peu bredouille du coup, et un jour, elle s'est fait insulter par quelqu'un qui lui a dit mais vous ne ferez pas de film porno chez moi, etc. Et après on s'est dit oui mais c'est vrai. Moi, j'avais pas du tout tilté ça. Moi, je pensais direct après, oui, ça va être peut-être ça va intriguer le spectateur, etc. Mais c'est vrai que vu que l'annonce était très, montrait que c'était vraiment un vrai film, je pensais pas que des gens se seraient attardés sur le film en pensant que que ça pourrait être érotique ou quoi que ce soit. D'ailleurs, si on voulait faire un film érotique, on aurait choisi peut-être un autre titre. Pas aussi évident. Et du coup, pendant la prépa, on a changé le titre, on l'a appelé Banlieue Rose, qui est pas forcément... c'était un choix de Martin. C'est tout à fait légal parce que le titre n'est jamais définitif. Du coup, mais voilà, du coup, on est parti sur un autre titre, à la suite du coup d'une mairie aussi qui nous avait demandé mais vous êtes sûr? Non, là, ça, c'était une petite anecdote. Et sinon, il y a... moi, ce que j'aime bien aussi dans mon métier, c'est que c'est comme ça, c'est quand on trouve des décors un peu, j'allais dire par hasard, mais en fait, c'est pas que par hasard, c'est aussi c'est grâce au travail qu'on fournit qui fait que on tombe parfois aussi sur des pépites. Il y avait je passais un décor qu'on n'arrivait pas à trouver, c'était une maison de type, comment il s'appelle cet architecte, Kaufmann et Brown. Donc c'est des maisons qu'on voit souvent dans le 77 par exemple, un peu à l'américaine, un peu à la Desperate Housewives. Et donc on en avait plein, mais on n'arrivait pas à trouver une qui a accepté le tournage. Du coup, en épluchant tous les sites, en faisant du porte-à-porte, etc., on n'arrivait pas. Et moi je me disais, mais je sais qu'elle existe cette maison, je sais qu'elle existe, il faut juste qu'on la trouve, mais elle existe. Et un jour que je fais du porte-à-porte le week-end dans une banlieue très pavillonnaire de Bussy-Saint-Georges, je parle à quelqu'un
à qui je demande s'il veut bien louer sa maison. Il me dit non, mais attendez, regardez, là, il passe en voiture, il y a un agent immobilier là, qui habite dans le coin, il passe en voiture. Donc moi, ni une ni deux, je cours après la voiture, je rattrape cet agent immobilier, je lui dis, je lui explique la situation, je lui dis, écoutez, on cherche ça pour un film. Et du coup, il me dit, écoutez, j'ai peut-être ce qu'il vous faut, rendez-vous dans 15 minutes à cette adresse. Du coup, moi, je suis d'accord. Du coup, moi, j'attends pas 15 minutes, j'y vais tout de suite pour voir. Et en arrivant, du coup, et j'avais un bon pressentiment en arrivant, et là, je vois la maison, je dis, voilà, limite, la larme à l'œil. Je me dis, ah ouais, ça y est, on l'a trouvée. Elle était là depuis le début. Et c'était exactement ce qu'on cherchait. Et puis ensuite, voilà, après, viennent les négociations financières, etc. Mais voilà, et ça, c'était le tout dernier décor qu'on a trouvé pour le film Bézanville. Et j'en suis très fier. C'était pour la fête C'était pour la fête. Je sais plus si c'est une mère ou une élue dans le film. Non, c'est pas celle-là. C'est la première fête dans le film. Okay. Celle de la dépendaison de Crémaillère. Ah oui, ok. Et du coup, bon, tu l'as déjà évoqué une ou deux fois, mais peut-être pour te laisser le temps d'en parler un peu plus précisément. Pour toi, c'est quoi la place du régisseur par rapport à la dimension créative d'un tournage? Vu que c'est pas forcément ce à quoi on pense en premier, on se dit que c'est de la logistique, mais comme tu l'as dit, il y a aussi des parts créatives, du coup, comment ça interagit dans ton métier? Voilà, c'est ce que au niveau des repérages principalement, quoi. Donc c'est pas toujours d'ailleurs moi j'ai été habitué à faire les repérages moi-même quand j'étais dans les projets avec point de budget. Là, c'était la première fois que j'avais une repéreuse. Et d'ailleurs, du coup, il y a des régisseurs généraux qui ne font jamais de repérage. Ils envoient plusieurs repéreurs ou des scouters, on peut dire aussi. Et donc ça, c'est plus le chef de poste. Ensuite, après, au niveau des assistantes, je dirais qu'il y a quasi pas d'artistique dans le métier de régisseur et régisseuse, sinon. Et du coup, pour terminer, on voulait te demander aussi, tu disais que tu avais fait la fac du coup avec Martin Jova, donc j'imagine que c'était une fac de ciné. Oui. Est-ce que du coup, quelle est ta vision du cinéma actuellement? Enfin, est-ce qu'elle a changé depuis que tu as fait tes études et depuis du coup que tu es devenu régisseur? Enfin, comment ça a évolué ta vision un peu du cinéma en y travaillant en fait maintenant C'est vrai que quand on est technicien du cinéma, quand on est habitué au tournage, après on voit, quand on va au cinéma, après il y a pas tous les techniciens qui sont cinéphiles, hein, attention, hein, moi je suis très cinéphile, mais je connais des gens qui travaillent trop déjà pour aller au cinéma, et puis des gens aussi qui travaillent dans le métier mais qui s'intéressent pas ou ça intéresse plus le cinéma. Moi ça m'a toujours intéressé. Et c'est vrai que maintenant, quand je vais voir des films, on voit un peu les ficelles parfois, on se dit ah oui, là c'est je dis pas que c'est mal fait, mais que mais qu'on devine on devine un peu la machine qu'il y a derrière, notamment moi parfois j'ai bien imaginé quand je vois par exemple un film qui se passe dans l'hypercentre de Paris. Donc dans les rues piétonnes, etc., par exemple autour des Halles, moi j'imagine bien qu'il y a que tout autour, que le quartier, et il y a un périmètre de bloqueurs et de bloqueuses qui sont en train d'empêcher les passants de passer, qu'il y a des arrêtés municipaux partout, que c'était un bordel pour la production d'organiser un tournage dans des lieux un peu touchy, on va dire. Donc voilà, mais moi j'arrive assez à me détacher pour profiter du film quand même, quand je vais voir un film. Est-ce que du coup, tu parlais du coup du fait qu'il y a un travail en amont, du coup pendant le tournage, est-ce qu'il y a un travail du régisseur après le film? Non, pas vraiment. Il y a le travail de rendu, bien sûr. Ça c'est un peu tout les techniciens, peut-être un peu plus la régie, c'est vrai. Donc la rendu de matériel, etc. Parce que nous on rend aussi les camions, donc on rend vraiment tout ce qui est, les véhicules. Donc on va dire qu'on est les derniers à rendre ce qu'il faut rendre.
Et ensuite, pour les chefs de poste, les rendus de compte, donc tout ce qui est budget, etc. Et parfois aussi, non, peut-être juste parce que forcément, quand on a donné son numéro de téléphone à tout le monde, à tous les gens, c'est-à-dire tous les gens autour des lieux de tournage, parce que du coup, le régisseur, c'est vraiment la personne qui fait le pont entre l'équipe du film et les locaux, entre les vrais gens, quoi. Donc c'est pour ça on doit aussi être rassurant, on doit aussi adapter son vocabulaire, parce que parfois, à force de traîner qu'avec des gens du cinéma, il y a un jargon qu'en fait les gens ne comprennent pas, donc on va pas leur parler de, je sais pas, de HMC par exemple, ou de bijoux, ou des trucs comme ça. On va dire les loges, on va dire, voilà, c'est pour essayer juste de donner confiance aux gens, quoi. Mais c'est vrai que des fois, pour assurer aussi, on passe les numéros, et que moi, souvent, des mois après les films, je reçois encore des messages ou des appels, ou des gens qui me demandent des choses. Parfois, c'est touchant, et moi, je réponds volontiers aux gens qui me recontactent ou qui me demandent des nouvelles du film. Donc là, pour Bézanville, par exemple, je suis resté en contact avec une personne chez qui on avait fait des repérages, finalement, chez qui on n'a pas tourné, mais qui c'était on avait reçu un super accueil. Du coup là, c'est fait, on reste aussi des êtres humains, et c'est ce côté-là que j'aime bien aussi, que ça permet. C'est ça qui est bien avec la régie, c'est que ça permet de redescendre un peu à la réalité, et pas de rester dans notre microcosme entre techniciennes du cinéma, et on s'ouvre à plus de gens et plus d'univers. Merci. Oui, merci beaucoup. C'était l'interview de Léo Albran, régisseur général du film Bézanville, réalisé par Martin Jova et produit par Emmanuel Chaumet de chez Etchefilm, qui sortira dans nos salles le 28 janvier prochain. À bientôt pour un prochain épisode du podcast Ça tourne au son. Soyez à l'écoute.